Bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau podcast NBA Extra et je suis comme d'habitude, comme chaque vendredi, avec Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour Nico, bonsoir à tous. Alors on a voulu commencer ce podcast par un thème qui a pas mal agité l'actualité de l'NBA cette semaine, c'est tout ce qui se trame autour de Jimmy Butler. Il a 35 ans, Jimmy Butler, il est free agent en fin de saison, il a une player option au Heat pour 52 millions de dollars, ce qui est quand même une sacrée somme. Et selon ESPN, Miami serait à l'écoute des offres. Alors il y aurait des équipes qui seraient intéressées, lui aimerait, parce que c'est la grande mode maintenant en NBA, les joueurs décident de leur future destination. Il aimerait aller à Houston. Dis pas ça, essaye de décider. Essaye de décider, voilà. mais comme il est free agent à la fin de la saison, il a forcément un peu plus de poids dans ces négociations-là. Alors lui, il aimerait bien aller à Houston, à Golden State, à Dallas, voire à Phoenix. Et il y a eu un rebondissement récemment avec l'agent de Jimmy Butler qui a reproché à Shams Charania, le journaliste qui a sorti cette information, d'avoir un peu menti autour de tout ça. Le journaliste, lui, il maintient ses informations. Et donc, c'est un peu compliqué d'y voir clair. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'un trade de Jimmy Butler, on est à peu près au quart de la saison, ça pourrait quand même pas mal changer le paysage de la NBA, que ce soit s'il reste à l'Est ou s'il va dans la conférence Ouest, coach. D'abord, sur Shams Charania, j'ai bien aimé sa réponse. C'est facile de dire il ment, il dit pas la vérité, ceci, cela. Bon, ça c'est l'agent. Lui, il a au moins étayé sa théorie. J'ai lu tout ça. Donc oui, à l'Ouest. Après 52 millions, c'est quasiment. Il y a 3 joueurs à 50 millions qui font 150 à 3. C'est Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant. Donc si t'en enlèves un, il t'enlèvera pas Booker, il t'enlèvera pas Durant. Ça pourrait être avec Bradley Beal. À Dallas, je vois aucune... Il faut rappeler que les salaires doivent matcher parce que les équipes qui pourraient l'accueillir sont a priori tout au-dessus du salary cap. Voilà. Et donc, si on veut faire un trade, il faut au moins donner autant en salaire que le salaire actuel de avec Jimmy Butler. 2 ou 3 joueurs. Voilà, et avec des pics de draft après pour compenser aussi un peu. Avec des pics de draft qui ont une valeur. Il y a très peu d'argent trébuchant qui circule en NBA. Très peu. Non. Ça existe. C'est très rare. C'est très rare. C'est surtout pour des toutes petites sommes. Pour des petits trucs. Enfin, des petits trucs, ça reste de l'argent quand même. Des sommes pour nous. Voilà. Mais donc, je le vois pas à Dallas. Après, je vois pas dans cette équipe... parce qu'on parlera après, il y a la situation financière, mais il y a la situation basket. Sportive. Jimmy Butler est un joueur difficile à mettre dans une équipe. Pas parce que s'il a un caractère, pas parce que c'est un joueur qui est un peu blessé aussi, de temps en temps. Il l'a été beaucoup l'année dernière, mais bien parce que son jeu à Miami, t'as pas de pivot fixe, d'accord ? T'as pas Gafford et Lively à l'intérieur. T'as des mecs comme Bam Adebayo, comme Kevin Love, qui sont au large et qui peuvent shooter dans le périmètre ou même à 3 points pour Kevin Love. Voilà. Donc il a un basket large qui lui permet de jouer ses pénétrations qui sont quand même son arme première. Même s'il peut mettre des paniers à 3 points, même si un mec a un courage, comme je le dis souvent, un short bien rempli aussi dans les moments importants. Il a montré qu'il pouvait porter une équipe à lui tout seul en play-off, pas trop en saison régulière. C'est pas un mec qu'on retrouve souvent au All-Star Games, c'est pas un mec qu'on retrouve dans les classements de marqueurs, de ceci, cela. Mais il est à un peu moins de 20 points de moyenne. Voilà, c'est un joueur multiple, très complet, mais très difficile à placer. Moi, je vais vous dire vraiment je vais te dire, Nico, je vais vous dire ce que j'en pense. L'équipe où il irait bien, moi, je sais ce que tu vas dire. Les Warriors. Ouais, j'étais sûr. Oui, c'est une évidence. Il apporterait quelque chose de différent de ce qu'a actuellement Golden State, alors que c'est vrai que par exemple à Dallas, tu as déjà des porteurs de balles. Celui, c'est un joueur qui porte beaucoup le ballon. Tu as déjà des porteurs de balles et Klay Thompson. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de place pour lui. Et à Phoenix, au niveau des salaires, Bradley Beal, Miami, ça les intéressera pas de récupérer Bradley Beal. Donc en fait, à partir de là, c'est quasiment impossible de faire un trade avec Dallas. Alors, mais l'équipe qui prend Bradley Beal... Il a une autre trade clause d'ailleurs, Bradley Beal. Faut quand même. C'est vrai qu'il fait partie des très peu joueurs. Et ils sont 2 ou 3, je crois, en NBA actuellement. Après, aller à Miami, ça pourrait l'intéresser, lui. Miami, à une époque, était intéressé pour le récupérer quand il jouait à Washington encore. On voit que Terry Rozier, que j'aime bien par ailleurs, et sans jeu de mots avec Rozier, la greffe a pas bien prise pour l'instant. Donc, ça reste compliqué. Miami, c'est le meilleur exemple de Miami, c'est ce qui vient de se passer hier soir. Jovic
Jokic, il n'avait pas joué, il était puni depuis 8 matchs. Il leur fait jouer, les mecs, ils se tiennent prêts, il a mis 14 points. Voilà, tout ça pour revenir à Jimmy Butler. Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup. Je pense que Miami a intérêt à en faire beaucoup. Il y avait eu l'épisode où Pat Riley lui avait dit « Bon, toi, tu joues pas en ce moment. Si tu l'as fermé, ce serait aussi bien. » En gros, c'est ça qu'avait dit le Godfather. Ils ont intérêt à se désembourber de ce contrat parce qu'ils risquent de tout perdre. Ils sont à la merci de Jimmy Butler. Un trade, s'ils trouvent une équipe qu'il prend, je pense qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, eux, parce que de toute façon, ils risquent de tout perdre. Parce qu'en fait, de toute façon, la valeur d'un joueur, aussi fort soit-il, quand il est free agent en fin de saison, elle est forcément faible. Alors, ça reste Jimmy Butler, mais à partir du moment où tu le dis, où Miami en fait, pourrait tout perdre et pourrait perdre Jimmy Butler sans contrepartie, alors récupérer de l'espace dans le cap. Hein. Mais à part ça, en fait, Miami, il faut au moins qu'ils essayent de récupérer quelque chose de Jimmy Butler. Et qu'est-ce qui intéressera Jimmy Butler ? Un gros salaire déjà. Quelles sont les équipes qui pourraient se positionner ? Non, mais pour revenir sur Golden State, c'est vrai que ça pourrait être une destination qui ferait sens en fait pour tout le monde. Ce serait pour un all-in avec Draymond Green, je pense pas que ce serait lui qui serait transféré, et Steph Curry. Non, ça serait certainement Kuminga. Soit Wiggins, soit Kuminga. Voilà, Kuminga ou Wiggins. Wiggins qui cette année est bien revenu, qui est un peu un enfant de la maison. Je le vois moins partir que Kuminga, voire même Kuminga Podziemski, ou des gens comme ça. Il y a une méthode en NBA, c'est d'exposer les joueurs. Et en ce moment, Kuminga était dans le 5 de départ. Ça, c'est souvent un indice, ouais. Ouais, et ils le font pas. Draymond Green n'est pas devenu un bon samaritain du jour au lendemain à dire « Vas-y, mon grand Kuminga, joue, prends ma place. » Donc, moi, il y a l'option Houston aussi qui me plaît bien. Parce que Houston a des joueurs pour intéresser Miami, en fait. C'est peut-être ça qui est Ouais. Tu penses sincèrement qu'une équipe avec Dillon Brooks et Jimmy Butler dans la même équipe peut fonctionner ? Non, mais Dillon Brooks peut très bien aller en Floride. Ah, ça c'est autre chose. Mais ce sera Dillon Brooks, donc ce ne sont pas les jeunes joueurs. Il y en a, mais ils ont des jeunes joueurs. De mémoire, il prend 20 millions. Ouais, mais justement, tu peux il faut rajouter des tours de draft. Peut-être un joueur comme Amen Thompson, il y a des joueurs qui sont intouchables, comme Şengün. Il y en a d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Jalen Green est touchable. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Jalen Green, on ne sait pas trop. Parce qu'ils lui ont signé un contrat pas très haut. Non. Donc, pas très haut pour la NBA en 2024. Et pour sa valeur. Ouais. Et pour sa valeur. Et son potentiel. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité de trade. Şengün intouchable. Après, quand tu as une alchimie comme à Houston en ce moment... En fait, c'est toujours un peu le problème, c'est que ça marche bien, mais en fait, on sait que c'est des jeunes joueurs et que ça va prendre du temps à se développer. Et que c'est un accélérateur de particules, Jimmy Butler, dans ce projet Rockets. Ça peut l'être, en tout cas. Est-ce que les Rockets sont un contender actuel ? Non. Bon. Est-ce qu'ils le seront l'année prochaine ? Peut-être. Peut-être un peu plus. Mais peut-être par les progrès intérieurs de leur équipe que par un ajout d'un mec de 35 ans qui est parfois blessé et qui a un gros caractère. C'est pas un défaut, mais c'est une réalité, c'est factuel. Et dans un groupe de jeunes joueurs, ça peut causer des étincelles. Ça peut tout bloquer. Ouais. Et lui, il veut jouer le titre tout de suite. Il a 35 piges. Steph Curry a 36. Jalen Green, Şengün sont des jeunes. Dallas, je vois pas ouvert. Phoenix, s'il n'y avait pas la no trade de Bradley Beal, je pense que ça pourrait être un fit, mais j'y crois pas. Bon, s'il doit partir, moi je pense que les Warriors, alors ce sera un crève-cœur de perdre Kuminga, de perdre éventuellement Podziemski, voire même Trayce Jackson-Davis, qui tu veux. Mais Moody, je sais pas. Mais ils ont un coup à jouer. Est-ce que les Warriors sont si loin que ça d'avoir une équipe pour le titre? Moi, ce que j'allais dire, tu me disais est-ce que Houston avec un Jimmy Butler serait forcément un candidat au titre? Probablement pas. Mais est-ce que les Warriors le seraient? Est-ce que les Warriors seraient un top 3 à l'ouest avec Jimmy Butler à la place, on va dire, partons sur Kuminga et Podziemski partent au 8 et Butler arrive? Est-ce que ça en fait une équipe qui peut vraiment gagner le titre pour toi? Ça les rapproche, mais... Je suis pas sûr. Mais c'est le seul coup que les Warriors peuvent peut-être tenter aussi. Parce que KC est très fort, c'est le seul coup que les Warriors peuvent faire pour Steph Curry. Ou alors,
Parce qu'on parle des Warriors qui sont un peu pas en difficulté, mais moins efficaces qu'au début de saison. C'est tout bête ce que je vais dire. Ils ont perdu DeAndre Melton. Et dans l'alchimie de cette espèce de turnover que fait cette année Steve Kerr dans le coaching, il utilise 10 voire 12 joueurs. Personne au-dessus des 30 minutes, voilà. Il me semble. Donc, l'absence de Melton, elle se ressent. Ils peuvent utiliser ces 13 millions, le contrat on parle de chiffres, de Melton. Ouais, de D'Anthony Melton. Parce qu'il est blessé pour la saison, pour faire venir un joueur. Est-ce qu'il serait pas aussi bien de prendre un mec moyen bon qui va fitter, comme est Melton, qui va fitter à leur équipe? Il faudrait qu'ils trouvent un joueur, là. Un joueur de ce niveau-là. Podziemski est pas mal, mais le retour de Gary Payton... Alors, Gary Payton fait partie aussi des joueurs qui peuvent être tradés. Ouais, bien sûr. Mais c'est des petits salaires. Ouais. Donc, on n'arrive pas aux sommes. Moi, ce que je comprends pas, c'est les 52 millions. Quoi. C'est beaucoup. Surtout pour un joueur qui aura 36 ans au début de la saison prochaine. En fait. Voilà. Bon, alors Steph Curry, mais c'est Steph Curry, il n'y en a qu'un. Kevin Durant, on voit, il se blesse quand même. Kevin Durant, ça devient de plus en plus compliqué. Il se blesse. Et Jimmy Butler, c'est pas non plus Stephen Curry sur ce qu'il montre à minima en saison régulière. Quoi, tu vois, il a été beaucoup blessé. Et il est beaucoup blessé aussi. Ouais. Et il est obligé de choisir ses périodes quand il joue à fond. Et ça va plus avec Miami. Miami, c'est une équipe, il faut qu'il y ait de la sueur et parfois du sang. Ils sont comme ça. Ça amorcerait forcément, peut-être pas une reconstruction, mais une période un peu de disette aussi pour Miami de lâcher Jimmy Butler, parce que là déjà, c'est une équipe qui, à l'arrache, jouera au moins le play-in, au mieux les playoffs, mais c'est compliqué de faire top 6 à l'Est actuellement. Pour en revenir aux Warriors, s'ils peuvent bouger un joueur qui vaut entre 10 et 15 millions en utilisant le truc de Melton, tiens, un mec comme Bruce Brown à l'époque à Denver, qui est en plein totale perdition, depuis Pacers, Raptors, il n'existe plus dans le paysage pour l'instant. Des mecs comme ça. C'est des joueurs à relancer, à mon avis, ils auraient plus intérêt à faire ça. Il leur faut un joueur de plus, aux Warriors. S'ils prennent Butler avec des jeunes joueurs, ils vont être obligés de donner beaucoup de choses, beaucoup de volume de joueurs. Moi, je trouve que Miami s'est mis dans une situation très délicate et je suis pas loin de me dire, il peut arriver en plus sur un trade annoncé depuis longtemps comme ça, ce qui est arrivé pour Lavine, ce qui est arrivé pour Trae Young, c'est-à-dire que tu trouves pas preneur. Oui, personne ne bouge ou en tout cas personne fait d'offre. Et la différence, c'est que là, je peux me tromper. Après, la différence, c'est est-ce que Miami a vraiment envie de s'encombrer d'un autre contrat, d'un autre joueur, d'une de ses équipes, Golden State, Houston, parce qu'en fait, si tu l'échanges, tu récupères forcément au moins aussi un joueur avec un salaire inconséquent, voire deux, et ça correspondra peut-être pas totalement à ce qu'envisage Miami ensuite. Combien il y a de joueurs à 50 millions, Nico, il y en a peu. Dans la ligue? Ouais, il y en a très peu. Donc si tu lâches Butler, mais si tu perds Butler contre Warriors, ça te permet aussi de récupérer du salary cap et de repartir sur des bases un peu plus saines financièrement. Ouais, mais ils s'en foutent un peu, les deux boss là-bas. Je crois que c'est un peu... Ils sont dans une fenêtre depuis l'arrivée au Chase. Il y a eu ce titre de 2022 et depuis ils essayent de faire la dernière danse de Steph Curry pour le titre. Quoi. Ils essayent d'obtenir ça. Par respect pour lui, il a accepté le départ de Klay Thompson. C'est vrai que Kuminga a vraiment progressé cette année. Il a mis un moment, mais ça y est. Jackson Davis, c'est bien. Podziemski, ça progresse. Moody, ça a beaucoup progressé. Mais c'est pas encore un candidat au titre. Et puis à l'Ouest, de toute façon, pour l'instant, il me semble qu'OKC... a une marge d'avance. Ouais, Memphis est bien aussi. Dallas sera là, mais... Luka inquiète un peu. Je pense pas que tu puisses mettre Jimmy Butler avec Luka et Kyrie. Pas par l'histoire d'ego, juste par la nature des joueurs. Alors, oui, les grands joueurs arrivent toujours à jouer ensemble, mais quand même, c'est... On voit que c'est pas toujours le cas, quand même, les grands joueurs qui arrivent à jouer ensemble, où ça peut prendre du temps, tu vois, comme Amilou, qui, par exemple,
Ça peut prendre du temps. Ouais, mais c'est plus une petite dépression. Ouais. Mais oui, je bien parle sûr. de Lillard, là, parce que Giannis, il a été constant. Non, mais il faut que les deux fonctionnent ensemble en même temps. Si on peut en dire un mot, moi je suis ravi, alors quels que soient ses résultats chiffrés, la présence de Chris Middleton change complètement le visage de cette équipe, même quand il met pas de panier, sa capacité à avoir la relation avec Giannis, à être stable, à pouvoir défendre des joueurs multiples sur le côté, il change complètement l'équipe. Alors Milwaukee reste une équipe qui est en convalescence, mais avec Middleton, c'est plus la même limonade. Hein. Puis Giannis est affreux aussi. Hein. Giannis et Jokic font des chiffres insensés. Et justement, on va en parler. Tu me fais une très belle passe décisive parce qu'on va aborder un sujet que tu adores. C'est la course au MVP. Les on trophées, est au quart de la saison, les enfants. Voilà, on est au quart de la saison. On peut commencer à en parler ouais. un peu. On a quand même, Moi, j'aime on pas a quand en même un parler trio. Jusqu'à la dernière semaine. On a quand même un trio qui se détache assez large. Un trio, voire un quatuor. Mais pour moi, il y en a trois qui sont légèrement devant le quatrième. Jokic, Shai et Giannis, peut-être juste devant Tatum. Ouais, je vais mettre les 4. Tu mets les 4 à peu près au même niveau. Les 4 au même niveau, toi, pour l'instant. Alors, les chiffres du Joker sont inhumains. Oui, alors on les rappelle juste, au-delà des chiffres bruts, les 32 points, quasiment 14 rebonds et 10 passes, c'est le deuxième meilleur marqueur, c'est le premier rebondeur et c'est le deuxième meilleur passeur de toute la NBA. Et il est sixième. Ça n'a jamais été fait. Il est sixième. Hein. Il est sixième. Sixième en quoi? Non, combien ils sont? Quatrième, cinquième? Ils sont alors sur le bilan sur le bilan collectif, ouais, ils sont parce que je l'ai noté, ils sont septième avec 12 victoires et 10 défaites. Mais c'est ça qui ralentit peut-être sa candidature. Les chiffres 32.3, meilleur marqueur de la ligue. Sixième à l'Est et 13-11. Voilà. Bon, pour moi, Tatum, c'est très très bien. C'est très très bien, très très fort. Moi, je mets quand même devant chez Gilgeous. Okay. De par son poste, de par la jeunesse de l'effectif autour de lui, de par son côté chef de meute, alors qu'on voit que le Joker, même quand il grogne, alors un Aaron Gordon le suivrait au bout du monde, je suis pas sûr que Jamal Murray et Michael Porter Jr. soient dans cet état d'esprit. Après, par rapport à ça, c'est peut-être plus un problème global à Denver qu'un souci, tu vois, sur le leadership de Jokic, parce que à Denver, on a l'impression que ça c'est un peu, il y a quelque chose qui s'est un peu cassé quand même depuis quelques temps. Moi, que je l'avais dit l'année dernière, de temps en temps, il faut dire j'avais, parce que ici tout le monde fait comme ça, pas ici à Bein, hein, mais j'ai dit que tous les Denver.fr, France, machin, tout ça, m'était tombé dessus. J'ai dit qu'il s'était vraiment il s'était affaibli terriblement avec fait 2 étés de suite, Bruce Brown et Jeff Green. Ça a continué cet été avec Caldwell Pope. Tiens, comme par hasard, ça marche bien au Magic. Bizarre, hein, il y a des joueurs comme ça. Non, ils ont perdu des joueurs importants. Christian Brown progresse cette année, mais il a mis le temps, l'année dernière notamment. Peyton Watson, ça reste un peu court. Bref, ils sont pas Russell Westbrook. On connaît. Russell Westbrook, mais c'est plutôt positif. Il est positif. Il a d'ailleurs été très positif quand Murray était pas là. Ouais, forcément. Je pense que le problème de Denver, c'est un peu Jamal Murray en ce moment. Hein, donc, c'est peut-être Jamal Murray. Mais pour revenir du coup sur cette course au moi, je mets en 1 MVP, SGA, en 2 Jokic, et en 3 Giannis et Tatum. Voilà. Et si je te mets toi dans le 5, eh ben on a une belle équipe. Ah bah ouais. Le mec qui joue avec ces 4-là, il est quand même sur un carrosse. T'es plutôt tranquille pour revenir sur Nikola Jokic, pour quand même se rendre compte à quel point c'est ce qu'il fait actuellement pourrait être encore plus historique, c'est qu'il a déjà 3 titres de MVP et que s'il en a un 4e, il égale qui, Jacques? Qui c'est qui a 4 titres de MVP de saison régulière? Jojo? Et non, il en a 5, Jordan. À 4, il y en a un qui joue encore. Karim, c'est 6, c'est le record. Et à 4, tu as Will Chamberlain et un certain LeBron James, qui en ont 4. Ouais. Et avec 3, là, pour l'instant, il est en compagnie de Moses Malone, de Magic et de Larry Bird. Donc il est déjà bien entouré, mais il pourra encore passer un step. Et 4 titres de MVP, ça le place vraiment dans le Gotha du... LeBron, c'est 10 finales.
Alors après, il y a les finales NBA, il y a les Non, mais moi, accomplissements toujours, tu collectifs. sais bien, Je suis d'accord avec toi. les MVP, tout ça, c'est... Regarde, un garçon que tout le monde a adoré, qui a été MVP, qui a fini sa carrière, pas dans l'anonymat, mais presque, même si on a une immense affection pour lui, qui a été MVP, Derrick Rose. Oui, mais là, Voilà. c'est un. Ouais, Déjà ouais, trois. je sais, mais bon. C'est aussi une Je suis moins régularité. sensible à ça. Moi, le Joker, si tu veux, il est très fort. C'est peut-être le meilleur basketteur au monde. Mais cette année, la performance de Shai Gilgeous, jusqu'à maintenant, il y a un quart de la saison de jouer, me met sur le cul. Donc, je trouve qu'il est au-dessus de tout le monde. Je trouve super la saison de Tatum. Magnifique le Joker. Magnifique Giannis, surtout depuis un mois, là. Après qu'il ait gueulé, qu'il ait machiné, il l'a fermé. Il s'est passé un truc aussi avec Lillard. Et on peut rendre hommage parce que c'est une des cibles un peu à la Raymond Domenech des fans. Ouais, il a trouvé un fonctionnement pour l'instant en tout cas, et le retour de Middleton. Mais Giannis, Giannis, ils ont trop mal débuté. Ils ont trop après, il y a mal du temps pour débuté. remonter, mais... Oui, puis à l'Est, tu remontes plus vite qu'à l'Ouest. Ouais. Philadelphie est à deux victoires, je crois, du play-in. Voilà, pour vous donner une idée. Oui, on m'en avait toujours dit ça. Pas Quand très loin. ils Pas étaient très loin, à 2 et 15, 3 et 15. Le genre de match de Shai en NBA Cup là, contre Dallas où il marque 39 points, ça aussi, c'est des perfs qui marquent parce que parfois on lui reproche d'être presque trop régulier, d'être toujours à 28-30 points, de mettre ses 8 lancers francs par match, mais de ne pas faire de perfs qui sortent de l'ordinaire, enfin encore plus de l'ordinaire. Et ça, gagner un match comme ça contre Dallas, face à Doncic, face à Irving, en étant vraiment le gros bonhomme de la partie, ça, c'est des choses qui marquent les fans et les journalistes qui votent. Il y a un truc qui me chagrine toujours, c'est dans le truc de MVP, parce qu'on est beaucoup dans les chiffres. Alors, tu sais, des meneurs, les chiffres sont plus durs à faire pour un meneur arrière que pour un big man, par rapport aux rebonds et aux points. T'as des rebonds de lancer franc, t'as des rebonds faciles, t'as des paniers sous le cercle de temps en temps. Le Joker shoot à 3 points, le Joker c'est à part, mais globalement, le poste 4 est un poste 4, plus que 5 encore, un poste qui fait des stats. C'est poste hybride, c'est poste delive. Le 3-4, oui, c'est des postes très... 4 plus. Parce qu'il y a le point forward, c'est souvent le 4. Draymond Green les passe. Les joueurs comme ça, ils font des stats. C'est un poste... Alors, ce que fait Shai Gilgeous, c'est quand même... et les fins de match, les fins de possession, les longues distances, les shoots sous pression, c'est toujours pour lui. Alors oui, il a que 34% à 3 points. Ce qui n'est pas mauvais, c'est dans la moyenne. C'est dans la moyenne, ça n'a jamais été sa tasse de thé non plus, ou en tout cas pas au début de sa carrière. Mais je trouve que pour l'instant, tu me demandes, je peux me tromper, mais pour moi, le numéro 1 à l'heure actuelle, pour la course au MVP, c'est quand même Shai Gilgeous. D'ailleurs, rappelle-moi qui a été joueur du mois le premier mois. C'est lui. C'est Shai Gilgeous, ouais, tout à fait. Shai Gilgeous Alexander. Ouais. Non, de toute façon, c'est le taulier de la première équipe. Il y a la perception franco-française qu'on entend ici et là. Et puis il y a la perception là-bas, quoi. Il y a un truc qui peut jouer aussi, c'est que ça fait 2 années qu'il n'est pas très très loin, que Jokic en a déjà 3, et que les Américains, ils aiment bien aussi changer un peu. Que ça pas de bol, il est pas ricain. S'il était ricain, il l'aurait, c'est sûr. Ça, il est canadien. Voilà. Mais après, tu sais, dans la définition du MVP, moi, ce que j'aime bien, c'est le mec qui rend les autres bons autour de lui. Et cite-moi un joueur d'OKC qui est pas bon cette année. Ouais, après, sur Jokic, je peux aussi te retorquer que quand il joue... Non mais d'accord, mais quand Jokic n'est pas sur le terrain, Denver est la pire équipe de la NBA quasiment, et quand il est sur le terrain, ils ont le meilleur net rating de toute la ligue. Oui, mais enfin, ça c'est la définition de valuable aussi. Oui, bien sûr, mais si tu enlèves Shai Gilgeous à OKC, tu leur fais du dégât. Hein. Non, c'est la même... c'est un peu la même chose. C'est le même truc. Hein. Et tous les joueurs sont bons. Tous progressent. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Et c'est bon. À commencer par Jalen Williams. Alors, je sais bien qu'à l'Ouest, ça va être la guerre, mais pour le All-Star, il faut penser à lui quand même, parce que c'est plus ça, moi, que je trouve, là. Parce que le All-Star, autant la formule, le match, tout ça, on peut critiquer. Pour les joueurs, c'est très important. Être All-Star. Et même contractuellement, ça leur fait souvent gagner plus d'argent. Oui, t'as des bonus. T'as des bonus. Donc, ça va commencer. Et là, il y a 24 mecs qui vont être désignés. Voilà.
Et je pense que à OKC, t'as des mecs, regarde l'arrivée d'Hartenstein, comment il se sent dans Hartenstein, comme il se sent là-dedans. Tu leur rajoutes Chet Holmgren. Moi, elle me plaît Caruso beaucoup. aussi, qui jouait pas en début de saison, Voilà, maintenant qui est rentré dans la rotation, ça change tout aussi. Et Isaiah Holmgren n'est pas là pour l'instant. Isaiah Joe, ils sont tous bons. Ouais, Ils sont tous bons. Tous bons. Alors qu'à Denver, ça tout saute un peu. Jamal Murray, on sent qu'il y a un bug. Michael Porter Jr., c'est toujours un peu sur l'alternatif. Bref, c'est pas la même chose. Giannis est un formidable... La couverture de terrain de Giannis me laisse pantois. Quant à Tatum... c'est un peu moins glamour peut-être que les trois autres. Ouais, mais dans la perception du grand public, en tout cas. Il a vachement progressé au pass. Ouais, bien sûr. C'est souvent parce qu'il a le poste 4 aussi maintenant. On y revient toujours. On y revient toujours, mais c'est ça, les stats. Il y a des postes qui sont privilégiés pour les points, pour les rebonds, c'est important. Alors si en plus le mec fait des passes tout de suite, il a des stats abominables, des trucs affreux. Celui qui est formidable à Boston, alors pas pour être MVP, mais qui fait une saison fantastique, c'est Pritchard. Et on l'a encore vu cette nuit contre Détroit. 27 points. Voilà. Alors on va pas parler encore d'un autre trophée, mais pour le trophée du meilleur 6e homme, il commence à... Il y a une petite pancarte au-dessus de la tête. On en reparle dans une 25 matchs. Là, avant le All-Star, c'est mi-saison. Voilà. Avant le All-Star, on se refait un petit peu. Voilà, mais il y a du tout pour le MIP. Il y a des joueurs. Après, la progression, là aussi, les stats, elles sont bien gentilles, mais pour gagner, tu peux progresser de 15 à 23 points une année. Mais si tu progresses de 24 à 27, c'est dur aussi, quoi. C'est peut-être parfois plus dur même de passer de 24 à 27 que de 15 à 21. Donc, oui, et les Américains aiment bien les amplitudes. Ouais, voilà. Tout à fait. Voilà, un garçon comme Şengün fait des progrès pour étonnants. Le MIP, ouais. Il y a pas mal de joueurs pour les MIP, des joueurs que tu reconnais pas de cette année par rapport à l'année dernière. Il y a plein de joueurs. Cette ligue est pleine de joueurs, de toute façon, on le sait. On termine par un autre joueur. Alors j'ai voulu terminer sur ça, sur Kyrie Irving qui a gagné ce tournoi de 1 contre 1 à Dallas. Alors c'était un tournoi, c'est un bien gros mot. Ils se sont amusés, ils étaient en jogging et c'est bon. Fort logiquement finalement que Kyrie Irving a remporté la ceinture. Ils l'ont donné une ceinture de vainqueur façon boxe. Qui c'était le coach qui l'a remise c'est Tyson Chandler. C'est Tyson Chandler qui est venu. J'avais oublié qu'il était dans le staff à Dallas. Ancien défenseur de l'année d'ailleurs. Tyson Chandler. Et il est très important dans le développement de Lively. Bah ouais. Et de le bon maintien de Daniel Gafford aussi. Ils sont un peu plus aériens que ne l'était Tyson Chandler sur le parquet, tu vois, quand il faut aller chercher les ballons en haut. Quand il était jeune, ouais. T'es jeune encore. Moi, je me souviens surtout lui au Knicks et évidemment à Dallas. Période. Il est passé à quoi ? Il est passé par Denver, non aussi, Tyson Chandler ? Je sais plus. Non, c'est Wilson. Je confonds avec Wilson Chandler qui est un poste 3 d'ailleurs. Avec Dallas, il a une belle histoire. Il est champion. Et oui. Et il est défenseur de l'année au Knicks, il me semble. Et qui était son backup à Dallas. Backup de Tyson Chandler. Là, tu vas faire 10 pompes. Oh, tu me poses une colle. Yann Mahinmi. Ah mais oui, Yann, bien sûr. Ben oui, bien sûr, l'année du titre. Yann. Bien sûr. Bon, alors. Kyrie Irving, est-ce que c'est le meilleur joueur de 1 contre 1 de toute la ligue ? Tu sais, le 1 contre 1, alors, si on a le droit s'il faut rester de face, un petit peu gagner, mais s'ils ont le droit de faire backup et descendre le mec, les grands gagnants. C'est Giannis. Moi, j'en sais rien, ça peut être de n'importe quel big man, le Joker, il se met de dos, il fait le Joker aussi. Il va dessous. Si t'arrives lancé, Giannis, tu l'auras. Moi, je sais pas, ça me plairait d'organiser ça, même en France, mais en limitant les dribbles, déjà. Parce que les petits, il faut pas qu'ils puissent dribbler 25 fois. Ouais, t'as le droit à crosser une fois, 2 fois, et après, tu prends pas ton de backup. Ouais. Pas backer le mec. Ouais. Backuper le mec. Ouais. Voilà. Et tu joues sur, 4-5 dribbles. Pas plus. Et pas de backup. Ça peut être rigolo. Je mettrais Kyrie Irving. Alors, il y a d'autres joueurs qui peuvent être infernaux. Je pense que Kevin Durant ne doit pas être bon à prendre. Parce que ce soit de près, de loin. Il peut tout Steph faire. Curry... Pareil, un mec comme Jimmy Butler avec sa capacité de pénétration. Enfin, il y a Tatum qui peut tout faire, Jaylen Brown. Shai même, il peut crier ça à mi-distance pendant toute la soirée. Shai, il peut te faire tout. Après, Kyrie, c'est le plus beau
manieur de ballon, et c'est certainement le plus beau joueur de 1 contre 1. Ses finitions des 2 mains, ses crosses qui sont très bas, son positionnement, sa dextérité sont fantastiques. Et je trouve que s'il y a une ceinture de champion du monde de 1 contre 1, elle lui va très bien, même si c'est champion du monde de 1 contre 1 de Dallas. Ouais, c'est même pas de tout le Texas. C'était rigolo, là, les mecs passaient les uns après les autres. On voit Luka qui essaye de défendre, ça m'a fait plaisir. Ah oui, il saute, il conteste. Ouais, il conteste, il essaye. On voit il lui met des paniers aussi. Voilà, mais indéniablement, Kyrie est le plus élégant et le plus gracieux des joueurs. Si j'avais ce classement-là à faire comme ça tout de suite, sans trop y réfléchir, je mets Kyrie en 1, Steph en 2 et Shai en 3. Je trouve que ce sont les 3 qui ont des techniques, alors ce sont des arrières, mais arrière-meneurs. Je trouve que les 3 ont des techniques, j'employais un mot, moi qui suis assez gourmand, délicieuses. Voilà. Adio Lala, l'un des chefs d'édition de NBA Extra, disait un jour que... délicieux. Non, je plaisante. Il est délicieux aussi, Adio. Non, il disait un jour que Shai, il jouait en costard sur le terrain. Et j'avais trouvé assez sympa cette expression, parce que c'est vrai que tu as l'impression que Shai, il transpire jamais vraiment, il est toujours dans le contrôle, dans la maîtrise, c'est toujours fluide. Et en même temps, il a l'air moins rapide parfois que ce que ses moves le laissent paraître. Tu vois. C'est un faux lent. Il est grand. Et il a un premier pas, il est déjà placé bas. Il a un dribble bas, il a une grande longueur de bras, wingspan important. Et puis, il a peur de rien. Et puis, il maîtrise le basket FIBA, les appuis décalés. Il maîtrise tout ça, même si on a vu notre équipe de France le mettre à l'amende avec un grand Nico Batum aux Jeux Olympiques. Il y en a un autre que j'adore voir jouer, mais qui est moins élégant, qui est plus explosif, c'est Ja Morant. Je me régale quand je vois Ja Morant. Mais l'élégance, la grâce des 3 précités, là, Shai, Kyrie et Steph, et je mets Kyrie en 1. Ouais, même si je suis un grand fan de Steph Curry, en élégance pure, je mets Kyrie en 1. Ok, eh ben écoute, c'est sur ça qu'on va terminer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis, si vous êtes en train de faire votre jogging, continuez à courir, accélérez. Et j'espère que vous avez mis un bandeau sur les oreilles ou un bonnet, parce que il pèle sérieusement. Ça dépend, il y en a peut-être qui courent où ça beaucoup plus loin que l'île de France. Ah oui, d'accord. Mais moi qui vis dans le sud, je peux te dire que même dans le sud, ces jours, faut se couvrir. Eh ben couvrez-vous bien. Allez, bonne soirée, bonne journée. Ciao.